Enfin. Alors, on peut commencer? Oui, professeur. Allez, ok. Alors, on va voir, c'est vrai que dans votre cours, enfin dans votre programme, c'est intitulé Hémorragie de la délivrance, mais en réalité, la question, il s'agit de l'hémorragie du postpartum immédiat. Pourquoi? Bon, il y a une toute petite différence, c'est une différence d'ordre pratique. Quand on parle d'hémorragie de la délivrance, c'est ce saignement qui survient de la zone d'insertion placentaire. Et quand on parle de l'hémorragie du postpartum immédiat, c'est cette hémorragie qui survient dans les 24 heures après l'accouchement et qui intéresse tous les saignements, que ce soit d'origine organique, c'est-à-dire les voies génitales, l'utérus et la région d'insertion placentaire. Donc, vous voyez qu'il y a juste une légère différence. C'est pour ça que sur le plan pratique, et souvent, on parle donc d'hémorragie du postpartum immédiat. Alors, l'hémorragie du postpartum immédiat, quand est-ce qu'on dit qu'il y a hémorragie de postpartum immédiat? C'est quand vous avez un saignement, une perte sanguine qui dépasse les 500 millilitres dans les 24 heures qui suivent l'accouchement. On a bien dit dans les 24 heures. Ça veut dire que pour parler d'hémorragie du postpartum immédiat, ça nécessite une surveillance sur 24 heures de l'accouché. On dit que l'hémorragie de postpartum immédiat est grave si elle dépasse d'emblée les 1000 millilitres et cela, quel que soit le mode d'accouchement. C'est-à-dire, on dit que l'hémorragie, c'est 500 millilitres dans les 24 heures qui suit l'accouchement. Quand on dit un accouchement, que ce soit accouchement par voie basse ou que ce soit accouchement par voie haute, ça veut dire par césarienne. Et le 500 millilitres, ça représente un signal d'alarme pour commencer la prise en charge, on va dire la prise en charge agressive, c'est-à-dire les mesures que vous allez voir. Et c'est des mesures de prise en charge qui doivent être chronométrées dans le temps parce que la prise en charge d'hémorragie de postpartum immédiat, c'est une course contre la montre. Plus on perd du temps, plus on risque de perdre la malade. Plus on pose le diagnostic précocement et mieux on peut donc prendre en charge et on améliore le pronostic. Alors, vous voyez que vers la fin, on vous dit que à partir de 3 ans, on parle d'hémorragie de la délivrance, hémorragie de postpartum immédiat, à partir de 300 cc chez la femme anémique. Alors, vous voyez qu'en fin de compte, ce n'est pas une histoire de quantité réellement, mais c'est une histoire de retentissement sur l'état général. Parce que tout simplement, chez une femme qui n'était pas anémique, classiquement, c'est quand on dépasse les 500 millilitres, ça commence à retentir sur son état. Par contre, si la femme elle est déjà anémique auparavant, on ne va pas attendre 500 millilitres, c'est à partir de 300 millilitres que la femme, elle commence donc à faire une hypotension, à faire des problèmes. Vous allez voir quel genre de problème. Alors, il faut savoir que l'hémorragie du postpartum immédiat, c'est une complication qui survient pratiquement dans 5 à 10% des accouchements. L'hémorragie sévère, on la voit dans 2% des accouchements. Et il faut savoir aussi que l'hémorragie du postpartum immédiat, c'est la première cause de décès maternel. Or, que 80% de décès maternels par hémorragie de la délivrance sont estimés comme évitables. Alors, vous imaginez, qu'est-ce que ça veut dire que 80% des décès causés par les hémorragies de la délivrance, c'est énorme. Ça veut dire tout simplement que l'hémorragie du postpartum immédiat, vous pouvez la prévenir. Quand vous prévenez une hémorragie de la délivrance, on peut dire que vous prévenez un décès maternel par hémorragie du postpartum immédiat. Donc, pour bien sûr, toute chose, pour prévenir toute chose, il faut connaître les étiologies. Connaître les étiologies et connaître les facteurs de risque. Parce que ce qui est très important, c'est la prévention. Prévenir, c'est-à-dire détecter les facteurs de risque et connaître les étiologies pour pouvoir donc pallier à la survenue de cet état. Il faut que vous sachiez qu'il y a 4 étiologies de l'hémorragie de la délivrance, l'hémorragie du postpartum immédiat. Vous avez l'atonie utérine,
la plus fréquente, pratiquement 58% des cas. L'atonie utérine, c'est-à-dire ce qu'on appelle donc une hypotonie utérine. Vous avez la rétention placentaire dans 29% des cas. Vous avez les plaies du tractus génital. Quand on dit plaies du tractus génital, c'est-à-dire la rupture utérine, les déchirures du col, les déchirures du segment inférieur, une épisiotomie qui saigne beaucoup, toute déchirure, toute plaie de tractus génital peut être à l'origine de cette hémorragie du postpartum. Et enfin, vous avez les troubles de la coagulation qui représentent 5% des étiologies. Alors, pour retenir justement ces étiologies, vous retenez les 4 T. Le premier T, c'est le tonus, donc l'hypotonie utérine, c'est la première cause. Le deuxième T, c'est le tissu, c'est-à-dire les rétentions placentaires. Le troisième T, c'est le thrombus, ça veut dire quand vous avez des troubles de coagulation. Le quatrième T, c'est le traumatisme, c'est-à-dire tout traumatisme, on a dit, du tractus génital, que ce soit le tractus haut, c'est-à-dire l'utérus, que ce soit bas, c'est-à-dire le col et le vagin. On va commencer par le tonus. Le tonus, c'est-à-dire à chaque fois que vous avez une anomalie de la contractilité utérine, peut être à l'origine d'une hypotonie utérine et peut être à l'origine donc de l'hémorragie du postpartum immédiat. D'ailleurs, c'est l'étiologie la plus fréquente. Alors, qu'est-ce qui peut entraver la contractilité utérine? D'abord, tout ce qui va rendre cet utérus fragile, tout ce qui peut rendre la fibre utérine fragile, tout ce qui rend, tout ce qui fatigue, entre guillemets, l'utérus, peut être à l'origine de cette hypotonie utérine. Alors, vous avez d'abord la surdistension utérine. La surdistension, c'est-à-dire quand vous avez un gros utérus, il y a une surdistension parce qu'il y a hydramnios, ou là parce qu'il y a une grossesse multiple, ou bien parce que vous avez un macrosome. Alors, hydramnios, grossesse multiple, macrosome, ils vont provoquer une surdistension utérine. Une surdistension utérine va donc épuiser, fatiguer, surdistendre la fibre utérine et après l'accouchement, elle est hypotonique. Deuxième cause, c'est les épuisements musculaires utérins. Tout ce qui peut épuiser le muscle utérin. Un travail trop long, contrairement à un travail très rapide. Un travail très rapide, c'est-à-dire qu'on a sollicité l'utérus de façon très rapide, on a beaucoup de contractions et puis tout d'un coup, tout est parti, on retombe dans l'inverse, donc on retombe dans l'hypotonie. Chez la grande multipare, quand elle présente, donc la grande multipare, là, parce que la fibre musculaire, elle est relâchée, elle est de mauvaise qualité, elle a été sollicitée pendant longtemps, pendant plusieurs reprises, donc ça va provoquer une anomalie de la contractilité. Troisième cause, c'est les infections intra-amniotiques. Les infections intra-amniotiques aussi, toute infection, toute inflammation va provoquer la fragilité de la fibre utérine, comme le cas du fièvre. Alors, la fièvre, elle peut être due à une infection materne-fœtale, c'est-à-dire une infection à propagation hématogène, ou bien suite à une rupture des membranes. Une rupture prématurée des membranes, quand elle traîne dans la longueur, elle peut provoquer une infection amniocoriale et être à l'origine d'hémorragie du postpartum. Ensuite, le deuxième T, vous avez le tissu. Le tissu, c'est-à-dire tout ce qui est de conception. Quand on dit rétention de produits de conception, soit qu'il y a rétention du placenta, une rétention, elle peut être complète comme elle peut être partielle, c'est-à-dire une partie du placenta, soit qu'il y a une rétention des membranes. Aussi, une partie des membranes ou une totalité des membranes peut être retenue. Et la rétention d'un produit de conception peut être due à une anomalie fonctionnelle ou bien anatomique de l'utérus. Un utérus fibromateux, un placenta qui est bas inséré,
ou bien un placenta qui est incrusté. Tout ça peut être à l'origine donc d'une rétention d'une partie et d'une totalité de produits de conception. Et il ne faut pas oublier aussi que quand vous avez un tissu qui est retenu, qui n'est pas éliminé, ça va vous provoquer systématiquement une inertie utérine. Alors, vous rappelez-vous que dans la délivrance normale, on vous a dit que la condition sine qua non pour obtenir un globe de sécurité, une bonne rétraction utérine, c'est que l'utérus soit vide, soit complètement vide. Et pour éviter l'hémorragie, il faut qu'il y ait une bonne rétraction de l'utérus. Alors, vous voyez que c'est un cycle vicieux. Pour éviter l'hémorragie, c'est-à-dire pour assurer la première phase de l'hémostase, il faut ce qu'on appelle un bon globe de sécurité. C'est-à-dire il faut une bonne rétraction utérine. Pour avoir une bonne rétraction utérine, il faut que l'utérus soit complètement vide. Donc, quand le tissu n'est pas éliminé complètement, ça va aboutir à l'inertie utérine. Le troisième T, c'est les traumatismes. On a dit que le traumatisme, ça peut être le traumatisme du tract génital à n'importe quel niveau, que ce soit les déchirures du col, du vagin ou du périnée. Ces déchirures du col, du vagin ou du périnée, ils peuvent être secondaires à une expulsion dystocique. Ça veut dire qu'on a fait des manœuvres, ou bien il y a un gros enfant, ou bien donc on a eu un accouchement en ce qu'on appelle un boulet de canon, c'est-à-dire rapide. On peut avoir, alors suite à ça, des déchirures du col. Ou bien on a fait une extraction instrumentale qui n'est pas bien faite, c'est-à-dire on a appliqué un forceps, ou bien on a appliqué donc une ventouse. Là, ça peut provoquer des déchirures et des traumatismes du tractus génital. Ça peut être aussi une extension ou bien une lacération de la césarienne. Au moment de la césarienne, on peut avoir on va avoir si vous voulez, l'incision de l'hystérotomie, elle peut fuir, elle peut, c'est-à-dire se propager d'un côté ou de l'autre, et cela est dû à une déviation utérine. L'utérus, quand il est rétroversé ou bien dévié légèrement vers la droite, ou bien quand on a une présentation qui a, on va dire, qui a amorcé son engagement et l'extraction fœtale elle est difficile, donc on peut faire éclater pratiquement cet utérus et provoquer des traumatismes de l'utérus. Et enfin, vous avez l'inversion utérine. Alors, l'inversion utérine, c'est une étiologie qui est rarissime. Alors, quand on dit rarissime, ça veut dire qu'elle est très rare, mais en même temps, elle est gravissime. Gravissime, ça veut dire qu'elle est très grave et elle peut aboutir pratiquement vers le décès maternel. Alors, l'inversion utérine, c'est quand le fond utérin, il est inversé, il va s'invaginer au niveau de la cavité utérine. Et cette inversion utérine, souvent, pour ne pas dire toujours, elle est secondaire à l'attraction du cordon ombilical au moment juste après l'accouchement, avant que le placenta se décolle. Vous allez revenir encore une fois vers votre cours de la délivrance normale. On vous dit qu'il ne faut pas toucher au cordon avant qu'il y ait une délivrance du placenta. Donc, vous avez l'inversion utérine. Cette inversion utérine, elle est surtout favorisée par la grande multiparité parce que l'utérus, il devient fragile, la fibre musculaire, elle devient fragile. Et vous avez la rupture utérine. La rupture utérine, cette rupture utérine, soit, bon, elle est due à une chirurgie utérine ultérieure, ça veut dire sur un antécédent de césarienne ou bien un antécédent d'une solution de continuité qu'on a fait sur l'utérus pour un fibrome intracavitaire ou bien pour une plastie tubaire ou bien pour une césarienne. Et là,
cette cicatrice, on peut avoir l'ouverture de cette cicatrice et qui va aboutir vers ce qu'on appelle une rupture utérine secondaire à une chirurgie utérine ultérieure et peut-être à l'origine donc de cette hémorragie du postpartum immédiat. Le quatrième T, on a dit la thrombine. La thrombine, c'est-à-dire les anomalies de la coagulation. L'anomalie de la coagulation, elle peut être préexistante. Ça veut dire c'est une patiente qui présente déjà une anomalie de la coagulation. Ça veut dire qu'elle est hémophile. Enfin, l'hémophilie, elle est rare chez la femme. Ou bien elle présente une maladie de Van Willebrand. Ou bien elle a une pathologie du foie, enfin, qui va provoquer une insuffisance hépatique, d'où donc une anomalie de la coagulation. Ou bien elle est acquise au cours de la grossesse. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme anomalies qui sont acquises au cours de la grossesse? Vous avez la thrombopénie idiopathique chez la femme enceinte. On peut la trouver, elle est fréquente chez la femme enceinte. Vous avez le HELP syndrome. Quand vous savez, le HELP syndrome, c'est une complication du prééclampsie, ou bien tout simplement une prééclampsie sans qu'on arrive au HELP syndrome, elle peut se compliquer d'une thrombopénie. La CIVD, oui? Professeur, vous pouvez répéter, c'est quoi le PTI? Non, mais on peut laisser les questions vers la fin, ben on répète. Ok. La PTI, c'est la thrombopénie idiopathique. Et la thrombopénie idiopathique, on peut la retrouver chez la femme enceinte, c'est ce qu'on appelle la thrombopénie idiopathique gravidique. D'accord? Elle est fréquente et on peut la voir et elle se manifeste par une thrombopénie. Alors, j'ai dit la CIVD. La CIVD, elle peut être due à une infection grave ou bien secondaire à une morphotalone utéro ou bien à une embolie amniotique ou elle peut être une complication de l'hématome rétroplacentaire. Là, ce sont les pathologies acquises au cours de la grossesse. Alors, il faut savoir qu'au cours de la grossesse, tout saignement qui se prolonge au moment de l'accouchement peut aboutir à une CIVD. Parce que déjà, le terrain de gravidité, c'est un terrain donc, où vous avez l'équilibre de la coagulation, il est un petit peu perturbé. Alors, on a dit soit qu'elle est préexistante, soit qu'elle est acquise au cours de la grossesse parce qu'il y a une pathologie ou bien une anomalie au cours de la grossesse, soit qu'elle est secondaire à une prise médicamenteuse, comme les femmes qu'on va mettre sous aspigique, essentiellement les femmes qui présentent des prééclampsies. C'est pour ça que par précaution, l'aspigique, on l'arrête vers la 34e semaine d'aménorrhée pour éviter donc l'hémorragie du postpartum immédiat au moment de l'accouchement, et ou bien sous HPBM, c'est-à-dire les héparines à bas poids moléculaire, et les héparines à bas poids moléculaire aussi, on va les arrêter 2 heures avant que la femme rentre au travail, on les reprend 6 heures après l'accouchement, pour éviter justement l'hémorragie du postpartum. Très bien. Et on rajoute le 5e T, qui est le facteur temps. Le facteur temps, c'est un facteur qui est très important. L'hémorragie du postpartum immédiat, c'est une course contre la montre. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir une horloge au niveau de la salle d'accouchement pour chronométrer les événements et chronométrer donc la durée de cette hémorragie. Parce que tout simplement, la prise en charge de l'hémorragie de la délivrance, de l'hémorragie du postpartum immédiat, elle est chronométrée, elle est stéréotypée et vous allez voir que c'est plusieurs étapes. Chaque étape, on doit donner du temps nécessaire à chaque étape avant de passer à une autre étape. Alors, le diagnostic. Le diagnostic de l'hémorragie du postpartum, il est clinique. D'accord? On n'a pas besoin ni d'échographie, ni de quoi que ce soit. La biologie, elle va nous aider pour reconnaître le retentissement sur l'état général, mais le diagnostic, il est strictement clinique. Alors, cliniquement, vous avez bien sûr un saignement extériorisé. Le saignement extériorisé, il faut dire que tout le problème est là. Parce que quand on vient à la définition, on a dit
qu'on définit l'hémorragie du postpartum quand vous avez une perte sanguine de 500 millilitres. Oui, mais comment quantifier ces 500 millilitres? Bon, là, on va l'estimer par l'observation. Ou bien, on peut le faire avec le sac de recueil. Le sac de recueil, certainement, vous avez vu dans les stages que vous avez fait qu'on ne possède pas de sac de recueil. On n'a pas de sac de recueil parce que c'est un sac en plastique qu'on met sous les fesses de la femme et on le laisse sur place pour quantifier la quantité de sang perdu. Comme on ne l'a pas, on peut estimer la quantité de sang perdu avec le nombre donc, de serviettes utilisées, avec le nombre de compresses et avec surtout le retentissement sur l'état général. Alors, le retentissement sur l'état général va se manifester sous forme d'une anémie. Soit que c'est une anémie mal tolérée, avec pâleur, tachycardie, acouphène, malaise, soit vous allez avoir des signes de choc à type de sueur, de soif, d'anxiété, de marbrure, d'hypotension, d'anurie, et surtout, comme on a dit que la première cause de l'hémorragie du postpartum est l'hypotonie utérine, vous allez avoir un utérus qui est mou. Alors, je vous pose la question, est-ce que vous avez déjà vu au cours de votre stage une hémorragie du postpartum? Oui, professeur. Alors, Oui, professeur. D'accord. Alors, quel a été le premier geste que les gens qui étaient présents ont fait? C'est le massage utérin. D'accord. Ça veut dire que dès que vous constatez une hémorragie de postpartum immédiat, vous allez jeter votre main sur l'abdomen pour apprécier l'utérus. Et la première chose que vous allez constater, c'est un utérus qui est mou. D'accord? C'est un utérus qui est mou. Quand l'utérus est mou, il ne va pas vous assurer le premier temps de l'hémostase qu'on appelle les ligatures physiologiques de Pénard qui sont assurées par la rétraction utérine. Donc, vous avez un saignement extériorisé que vous estimez à plus de 700 millilitres parce que vous avez des signes cliniques qui apparaissent, des signes d'anémie mal tolérée avec pâleur, tachycardie, acouphène et malaise, des signes de choc avec sueur, soif, anxiété, marbrure et hypotension. Et vous avez à l'examen, parce que le seul examen le plus important, le primordial, c'est que vous allez mettre votre main sur l'abdomen pour apprécier l'utérus et vous aurez un utérus qui est mou. Très bien. Alors, vous avez posé le diagnostic. Maintenant, comment vous allez prendre en charge cette hémorragie du postpartum immédiat? Je vous rappelle que la prise en charge de l'hémorragie du postpartum immédiat, c'est une course contre la montre. Plus on va vite, plus on a des chances donc d'améliorer le pronostic et plus on a des chances donc de prendre en charge et de sauver cette femme. Alors, la prise en charge, elle passe par 3 étapes. Vous avez la première étape, c'est il faut rapidement noter l'heure. Très important. Dès que vous posez le diagnostic de l'hémorragie, vous avez noté l'heure. Alors, vous avez 2 situations. Soit que la délivrance est déjà effectuée, soit que la délivrance n'est pas encore effectuée. C'est-à-dire que la femme, elle commence à saigner, elle a un retentissement sur l'état général et vous allez constater est-ce que ce saignement survient avant la délivrance ou après la délivrance. S'il survient avant la délivrance, là, vous allez faire une délivrance artificielle et vous allez examiner la filière génitale. Vous allez examiner la filière génitale, c'est-à-dire que vous allez examiner le vagin, le col, avec un examen sous valve. Et en même temps, on a dit que pourquoi vous allez faire l'examen de la filière génitale? On a dit parce qu'il faut chercher s'il n'y a pas un traumatisme. D'accord? Alors, le traumatisme du col, le traumatisme du vagin, le traumatisme du périnée, vous allez le constater avec l'examen à
avec l'examen donc à la valve, sous valve. Par contre, un traumatisme de l'utérus, vous allez le constater quand est-ce? C'est quand vous faites la révision utérine. Donc, si la délivrance n'est pas faite, vous faites la délivrance artificielle. De toute façon, la délivrance artificielle, elle est suivie systématiquement par la révision utérine. La révision utérine, elle sert à s'assurer de la vacuité de l'utérus et de l'intégrité de l'utérus. C'est-à-dire, on va s'assurer que l'utérus, il est complètement vide et s'assurer que l'utérus, il est intègre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de déchirure. Et en même temps, vous allez faire l'examen de la filière génitale sous valve. Si la délivrance est effectuée, vous allez faire la révision utérine et l'examen de la filière génitale sous valve. Donc, هادو les premiers gestes à faire. Faire une délivrance artificielle, révision utérine, examen sous valve. Pour s'assurer de la vacuité, de l'intégrité de la filière génitale et de l'utérus. Donc, quand vous êtes sûr qu'il n'y a pas de solution de continuité, parce que s'il y a une solution de continuité, on va suturer. Donc, s'il n'y a pas de solution de continuité, si c'est une rétention, vous allez ramener avec la délivrance artificielle. Si c'est une plaie, c'est un traumatisme, vous allez suturer. Si c'est un trouble de coagulation, vous allez corriger avec l'apport de ce qu'il faut. Et si c'est une atonée utérine, vous allez mettre de l'ocytocine. De toute façon, la première thérapeutique à faire devant hémorragie du postpartum immédiat, c'est de mettre de l'ocytocine. Alors, l'ocytocine, on va mettre 5 à 10 unités en nivelante. Ensuite, on continue en perfusant pendant 2 heures. 20 unités en perfusant pendant 2 heures. On met un sondage vésical pour quantifier les urines. On met un massage utérin. Pourquoi le massage? C'est pour renforcer la rétraction de l'utérus. D'accord? Renforcer la rétraction utérus avec le massage utérin. Et on renouvelle l'ocytocine et on peut aller au maximum vers 40 unités au maximum. Et en même temps, on va tirer la signette d'alarme. Il y a hémorragie de la délivrance. On va appeler c'est-à-dire le responsable de la garde. Si c'est l'interne ou là c'est le résident qui découvre, il va appeler son aîné. Donc, on va appeler l'obstétricien, on va appeler l'anesthésiste, on va appeler le réanimateur, on va s'assurer qu'il y a du sang avec la banque du sang, on va entamer un monitorage avec la pression artérielle, le pouls, la saturation en oxygène. On va assurer les voies d'abord, c'est très important. On va commencer le remplissage avec les macromolécules. On va s'assurer du groupage sanguin, bien sûr, pour lancer une batterie, donc une commande du sang pour avoir du sang. Donc, vous voyez, ça, le premier geste, c'est les gestes qui sont les plus importants, les plus primordiaux. Et c'est une signal d'alarme. Appelez tout le monde. Appelez l'aîné, appelez l'anesthésiste, appelez le réanimateur, s'assurer du sang, faire un monitorage, faire des voies d'abord, faire assurer le remplissage, faire le nécessaire avec une délivrance artificielle, révision utérine, examen du VAB et le syntocine. Ça, c'est au départ. Et on surveille pendant au maximum 30 minutes. Si au bout de 30 minutes, l'hémorragie persiste, ou bien si, c'est-à-dire l'hémorragie elle était très importante, on peut ne pas attendre 30 minutes. On passe directement à la thérapeutique. La thérapeutique, l'idéal, c'est de donner des prostaglandines. Les prostaglandines, il y a un médicament qu'on appelle le Nalador. Bon, malheureusement, on ne l'a pas en Algérie, mais on parle de prostaglandine ou bien le misoprostol, qui est le cytotec, qu'on va mettre en intrarectal ou bien au niveau de la joue de la femme, si elle est consciente, si elle n'est pas sous-âgée, et on va renforcer avec des utérotoniques. En même temps, on va s'assurer donc après avoir un bilan biologique, on va transfuser dans l'objectif d'atteindre
une hémoglobine supérieure à 8 grammes par millilitre. On va mettre du PFC, plasma frais congelé, avec une ration de 1 flacon de plasma frais congelé pour 1 kilo globulaire. On va donner de la fibrinogène pour atteindre un taux de 1,5 à 2 grammes par litre. On va donner des plaquettes pour arriver à un taux supérieur à 75 000 par millilitre. Ensuite, on rajoute ce qu'on appelle l'acide tranexamique à raison de 1 à 2 grammes au nivelante en 5 à 10 minutes, puis 1 gramme chaque heure pendant 3 heures avec un total qui ne doit pas dépasser les 4 grammes. Ça, c'est la thérapeutique. OK. J'ai donné la thérapeutique, j'ai donné les prostaglandines, j'ai transfusé, j'ai donné le fibrinogène, j'ai donné de l'acide tranexamique. Là, j'attends encore 30 minutes, c'est-à-dire au total 60 minutes, au total 1 heure. Si maintenant, tu rentres dans l'ordre, c'est bon. Si maintenant, il y a persistance, là, je vais faire ce qu'on appelle un tamponnement utérin. Vous avez vu, je vous ai mis plus ou moins tamponnement intra-utérin. Alors, pourquoi plus ou moins? C'est-à-dire que ce tamponnement utérin ne doit pas nous faire perdre du temps. Soit que maintenant, la femme, elle est relativement stable, elle continue à saigner, mais elle est stable, je vais tenter un tamponnement utérin. Maintenant, si elle n'est pas stable ou bien l'hémorragie persiste, là, je vais passer à une autre étape qui est l'étape de la chirurgie. Alors, le tamponnement intra-utérin, quel est ce principe? Son principe, c'est de mettre un tampon en intra-utérin pour comprimer la zone d'insertion placentaire pour assurer l'hémostase primaire. Bon, ce tamponnement utérin, on peut le faire avec ce qu'on appelle la sonde intra-utérine. Cette sonde, elle a été confectionnée par un laboratoire et c'est une sonde, regardez comment elle est faite. C'est comme une sonde de Foley, regardez. Elle a un ballonnet qu'on introduit en intra-utérin et un ballonnet qui reste à l'extérieur. Ensuite, on va le remplir avec du sérum salé pour comprimer la zone d'insertion. Et au niveau de notre entrée, on va mettre un sac collecteur pour quantifier la quantité du sang c'est-à-dire la quantité du sang perdu par la femme. Alors, cette sonde, donc, elle va permettre la compression de la zone d'insertion placentaire. Je vais mettre donc jusqu'à 500 cc du sérum salé et on va la laisser en place pendant à peu près 24 heures. Ensuite, on va la dégonfler petit à petit si le saignement s'arrête. Mais cette sonde, elle n'est pas disponible chez tout le monde. Alors, ce qu'on peut faire, on peut faire des tamponnements avec des compresses, on peut faire un grand tampon en intra-utérin et on surveille. Ou bien, il y a même des gens, par exemple, certaines écoles, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont confectionner un ballonnet avec, ils diront une sonde de Foley, une sonde vésicale. Ils diront, enfin, c'est-à-dire perfectionner ça, confectionner ça avec un préservatif. On met le préservatif en intra-utérin, on le remplit avec du sérum salé et pour tamponner l'utérus, ensuite l'enlever. Mais bon, ça, on va dire, c'est une étape, on va dire, facultative, entre guillemets. Si on l'a, c'est bien, ça peut nous aider. Si on l'a pas, il y a persistance donc d'hémorragie, ou bien l'état général, la femme continue à perdre du sang, ou bien on constate que la tension c'est-à-dire ne reprend pas. Là, on va passer à ce qu'on appelle le traitement invasif ou bien le traitement chirurgical. C'est-à-dire au maximum, après 1 heure de déclaration de l'hémorragie du postpartum, on passe au traitement invasif. Alors, le traitement invasif, vous avez 2 possibilités. Vous avez ce qu'on appelle l'embolisation et vous avez la chirurgie. Alors, on va commencer avec l'embolisation. Alors, le principe de l'embolisation, c'est quoi? L'embolisation, c'est d'emboliser
Voilà, c'est-à-dire de passer un produit au niveau de l'artère utérine pour l'obstruer. Ça va donc réduire l'apport sanguin vers l'utérus et donc l'utérus ne va plus saigner. Cette embolisation, on l'a fait si la femme a accouché par voie basse devant une atonie utérine, devant une lésion cervico-vaginale, ou bien devant un thrombus vaginal, ou bien des déchirures qui ne sont pas accessibles, c'est-à-dire des déchirures qui sont vraiment très loin. Si maintenant on est en perchirurgie, eh ben, on va pas va aller vers l'embolisation, mais on commence par un traitement chirurgical. Alors, la chirurgie, si on est en pleine césarienne, la césarienne en cours, là, on préfère donc faire la procédure chirurgicale. Donc, ou bien, si je fais une reprise d'une césarienne, parce que ça arrive qu'on fait une césarienne, après on constate que la femme saigne, on va faire une reprise. Ou bien devant une instabilité hémodynamique, après échec de l'embolisme, on passe à la chirurgie. Alors, l'embolisation, donc, ça nécessite un plateau technique. Qu'est-ce que ça veut dire un plateau technique? Cette embolisation, elle se fait en présence d'un plateau technique, c'est de la radio conventionnelle. C'est qui m'a dit la thrombolyse, c'est qui m'a dit comment on appelle ça, euh, oh là là. C'est comme l'angioplastie, c'est tout ce qui est donc radiologie conventionnelle. Mais bon, malheureusement aussi, chez nous, c'est pas possible. Je vous dis que le principe, c'est quoi? C'est, regardez ici, on passe un cathéter au niveau de l'artère utérine. On va donc envoyer des emboles avec un produit pour arrêter l'arrivée du sang vers l'utérus et diminuer le saignement. Donc, elle a pratiquement 95% de succès, à condition qu'elle soit faite sur un état hémodynamique stable. Il faudrait un plateau technique spécialisé et il faut la présence d'une équipe faite d'anesthésistes, obstétriciens, réanimateurs et bien sûr radiologues. Et l'obstétricien et l'anesthésiste, ils sont nécessaires parce qu'en cas d'échec, on va passer rapidement vers un geste chirurgical. Ensuite, maintenant, si vous avez échec de l'embolisation, ou bien quand vous avez persistance de saignement, ou bien instabilité hémodynamique, là, il ne faudrait pas perdre du temps, il faut passer donc à la chirurgie. Alors, la chirurgie, vous avez deux types de chirurgie. Vous avez la chirurgie conservatrice, c'est-à-dire, et ça consiste à faire des ligatures artérielles, ou bien vous avez la chirurgie radicale qui est l'hystérectomie d'hémostase. La chirurgie conservatrice, ça veut dire qu'on va faire les ligatures du vaisseau. Alors, le principe, c'est quoi? C'est de ligaturer les vaisseaux qui irriguent l'utérus pour éviter l'arrivée du sang vers l'utérus, le temps que cet utérus va se rétracter. Alors, on peut ligaturer soit tout simplement l'artère utérine wahda. C'est ce qu'on appelle, regardez ici, on va ligaturer l'artère utérine, ce qu'on appelle la ligature bilatérale des artères utérines. On peut ligaturer l'artère utérine avec le lombo-ovarien, avec l'artère, le rond, avec l'artère qui irrigue le rond, et c'est la triple ligature qui a un nom propre, c'est le tsérulnikov. Ou bien, on va ligaturer les artères utérovaginales, les artères utérines, l'artère, donc le rond, et l'artère lombo-ovarien pour vraiment dévasculariser complètement l'utérus. Ou bien, on fait ce qu'on appelle la ligature des hypogastriques. Directement de l'aorte et qui irrigue pratiquement tout le pelvis. Ou bien, on fait une autre technique, ce qu'on appelle les pélécatures, les capitonnages.
Là, c'est des petites techniques, c'est juste pour votre connaissance. C'est نحكموا هذاك l'utérus, نحزموه, نربطوه, نغلقوه, on fait des points, on fait des rapprochements, on fait des ligatures. Tous les moyens sont bons pour essayer de comprimer cet utérus avant c'est-à-dire de penser à faire une hystérectomie. Et en cas d'échec, si toutes ces mesures ont échoué, on va faire ce qu'on appelle l'hystérectomie d'hémostase. Alors, l'hystérectomie d'hémostase, ça, c'est un traitement radical. Le problème de l'hystérectomie d'hémostase, c'est que c'est relativement difficile de décider le moment de l'intervention. Elle ne doit pas être trop tôt, parce qu'il faut donner la chance à d'autres thérapeutiques. Et elle ne doit pas être trop tard, sinon si on tombe dans la CIVD, c'est comme si on n'a rien fait. Même si on fait l'hystérectomie, la femme, elle va saigner de partout et on peut perdre la femme dans un tableau de CIVD. Cette hystérectomie d'hémostase, le plus souvent, elle est interannexielle et subtotale. Interannexielle, c'est-à-dire je ne touche pas aux annexes, c'est-à-dire je n'enlève pas les ovaires. Ça ne sert à rien d'enlever les ovaires. Et subtotal, ça veut dire que je peux garder le col là, quand le col n'est pas l'origine du saignement, et quand il faut être rapide et je suis pressée par le temps, je fais une subtotale parce qu'elle est plus rapide. L'hystérectomie d'hémostase, c'est un geste strictement de sauvetage maternel, après échec des mesures conservatrices. Elle peut être faite d'emblée en cas d'accident gravissime, c'est-à-dire un saignement très important, ou bien en cas d'échec d'embolisation bien conduite ou échec de traitement chirurgical conservateur. On peut aussi donner ce qu'on appelle le facteur 7. Le facteur 7, c'est pour corriger la coagulation avant de penser à l'hystérectomie. Et ce facteur 7, donc, il est donné par le réanimateur avec un schéma bien précis. Ce qui est important, très important, c'est de prévenir l'hémorragie de la délivrance, l'hémorragie de postpartum immédiat, parce que la plupart du temps, elle est évitable. Alors, prévenir l'hémorragie du postpartum immédiat, ça veut dire détecter les facteurs de risque. Détecter les facteurs de risque, c'est-à-dire détecter les grossesses à risque d'hémorragie du postpartum immédiat. Les grossesses à risque, comme on a vu les facteurs de risque et les étiologies, donc on peut les deviner. Les grossesses gémellaires, le gros enfant, l'excès de liquide, le travail prolongé, la femme anémique, la femme hypertendue avec un trouble de coagulation, avec un taux de plaquettes trop bas, un placenta prévient, un HRP, toutes ces conditions peuvent favoriser l'apparition d'une hémorragie du postpartum immédiat. Ça, c'est la première deux choses à faire, c'est de détecter les grossesses à risque d'hémorragie du postpartum immédiat. La deuxième chose à faire, c'est de diagnostiquer à temps et rapidement l'hémorragie en ne négligeant aucun saignement. C'est pour ça que vous avez tous constaté que dans votre stage, les post-accouchés, immédiatement, elles sont laissées au niveau du bloc d'accouchement pour justement les surveiller de près. Parce que cet accident survient le plus souvent au cours des 2 premières heures. Par définition, il survient dans les 24 heures, oui, mais la plupart du temps, il survient au cours des 2 premières heures. C'est pour ça que la femme, elle est suivie dans la salle d'accouchement pour être suivie, donc pour être près de la femme et faire le nécessaire rapidement. Ensuite, le troisième point, c'est prévenir l'hémorragie parce qu'on appelle la gestion active de troisième phase de l'accouchement. C'est ce qu'on appelle la délivrance dirigée. Alors, la gestion de troisième phase de l'accouchement, ça veut dire respecter la physiologie de la délivrance. Ça ne sert à rien de tracter sur le cordon avant que le placenta se décolle. Deuxièmement, il faut vérifier les lésions. À chaque fois, il faut faire un checklist, il faut faire un bilan lésionnel. Il faut vider la vessie et laisser la sonde en place pour quantifier les diurèses. Et il faut surveiller la patiente, c'est-à-dire
l'élochie, la tension artérielle, le pouls au minimum pendant 2 heures dans la salle d'accouchement. Quatrièmement, faites ce qu'on appelle la délivrance dirigée. La délivrance dirigée, c'est quoi? C'est d'administrer d'une façon prophylactique de l'ocytocine, 5 à 10 unités en nivelante, au moment de dégagement des épaules ou juste après la délivrance. Cinquièmement, en cas de non-délivrance, c'est-à-dire quand on n'a pas une délivrance au bout de 30 à 45 minutes, on va faire ce qu'on appelle la délivrance artificielle. Au cours d'une césarienne, il faut préférer la délivrance dirigée à la délivrance manuelle, c'est-à-dire on ne va pas ramener le placenta systématiquement, mais mettre du senton et attendre que la délivrance se fait. Et enfin, l'estimation des pertes sanguines, elle est essentielle, surtout lors de la césarienne, pour ne pas se perdre avec donc, les saignements de la paroi. Donc, en conclusion, il faut dire que l'hémorragie du postpartum immédiat, c'est une pathologie qui est grave, qui engage rapidement le pronostic vital des femmes jeunes. Sa prise en charge, elle est multidisciplinaire et immédiate. Multidisciplinaire parce qu'il faut un réanimateur, l'obstétricien et la sage-femme, elle peut être présente parce que c'est elle qui détecte. Le laboratoire par le biais du colo globulaire, du PFC. Donc, c'est vraiment un travail multidisciplinaire. Et devant une hémorragie du postpartum immédiat, il faut rechercher les 4 T, c'est-à-dire est-ce que ce n'est pas une hypotonie, est-ce que ce n'est pas une rétention d'un tissu de produit de conception, est-ce que ce n'est pas un traumatisme, est-ce que ce n'est pas une anomalie de coagulation. Et enfin, il ne faut pas oublier le facteur temps, qui est un facteur pronostic majeur et primordial. Voilà, alors si vous avez des questions, je vous écoute. Vous êtes là? Oh. Oui, on vous entend. Professeur, j'ai une question par Vous n'avez rapport. rien entendu. Oui, je vous Par écoute. rapport aux causes de l'hémorragie postpartum. Est-ce qu'on peut classer Oui. par ordre de létalité, de danger? Sur quelles sont les causes les plus dangereuses par rapport aux autres? Les causes les plus dangereuses, non. Il n'y a pas de cause plus dangereuse que l'autre parce que elles vont aboutir à l'hémorragie du postpartum et l'hémorragie du postpartum, elle est mortelle. D'accord? On peut les classer par fréquence. La plus fréquente, c'est l'hypotonie utérine. D'accord? C'est pour ça que systématiquement, le premier réflexe à faire devant une femme qui saigne, c'est de faire un massage utérin pour assurer un bon globe de sécurité. D'accord? Mais maintenant, c'est-à-dire par un shkoun qui est plus grave que l'autre, non. Parce qu'elles vont toutes aboutir à une hémorragie de la délivrance. Et quand elles vont aboutir à l'hémorragie du postpartum, eh bien, elles sont toutes graves. D'accord? Vous m'avez compris? Les détails? Oui, j'ai compris. Merci. Alors, j'ai ici une question. En ce qui concerne l'aspirine, on l'arrête à 34 semaines. Oui, j'ai dit qu'on l'arrête à 34 semaines parce que pour laisser le temps, c'est-à-dire aux facteurs de coagulation de reprendre leur statut normal parce que souvent l'accouchement survient vers 39-40 semaines d'aménorrhée. Qu'est-ce que ça veut dire inertie utérine? Inertie utérine, ça veut dire hypotonie utérine, ça veut dire que votre utérus est lâche, ça veut dire que votre utérus est chiffon, ça veut dire qu'il n'est pas tonique, ça veut dire qu'il n'y a pas de rétractilité. Quand il n'est pas rétractile, quand il n'est pas contracté, c'est l'hémorragie et c'est de l'urgence. Alors, est-ce que le stérilet est contre-indiqué comme moyen de contraception? Ouais, pourquoi? Ça n'a rien à voir, hein? Ça n'a vraiment rien à voir. Alors, l'hémorragie du postpartum immédiat, c'est un accident grave qui survient dans les 24 heures. Une fois que vous prenez en charge,
la vie de la femme s'en sort, خلاص, خلاص, elle rejoint le pronostic des autres femmes. Maintenant, vous me dites, il y a rupture utérine, est-ce que je mets un stérilet? Je vous réponds. Vous me dites utérus cicatriciel, je vous réponds. Mais vous me dites, parce qu'elle a fait une hémorragie du postpartum, il lui faut une contraception particulière? Non, ça n'a rien à voir. Alors, pour les ligatures des hypogastriques, est-ce que cette procédure est transitoire? Oui. Alors, on fait la ligature avec un fil résorbable, c'est-à-dire cette ligature, elle permet de réduire le flux sanguin vers l'utérus d'une façon transitoire. D'accord? En attendant que on fait un remplissage et on donne des facteurs de coagulation pour assurer donc l'hémostase primaire. C'est transitoire. Euh, c'est ça, c'est transitoire. Alors, hémorragie de la délivrance est une entité, oui, si tu veux. Je vous l'ai dit déjà à l'introduction. On dit hémorragie de la délivrance, c'est-à-dire quand il y a un saignement de la zone d'insertion du placenta. D'accord? Donc, tu peux dire que ça fait partie de l'hémorragie du postpartum. Parce qu'on s'est dit après, ça ne sert à rien de parler d'hémorragie de l'hémorragie de la délivrance, parce que toutes les autres hémorragies, du traumatisme, c'est-à-dire c'est le même pronostic. Donc, on les a tous introduits dans l'hémorragie du postpartum immédiat. Alors, est-ce qu'il y a un risque d'hémorragie du postpartum chez les femmes aux antécédents de fibrome ou fibrome utérin? Eh bien, je vous l'ai dit dans la présentation, tout ce qui peut être à l'origine d'une anomalie de la fibre musculaire, c'est-à-dire elle entrave la bonne rétractilité de la fibre musculaire, peut être à l'origine de l'hémorragie de la délivrance. Oui, le fibrome peut être à l'origine. C'est pour ça qu'un accouchement chez une femme avec un utérus fibromateux, on le considère comme accouchement à risque, on prépare le sang et on surveille pour qu'elle ne fasse pas d'hémorragie de la délivrance. Atonie synonyme d'inertie, très bien, c'est ça. Alors, est-ce qu'on fait on demande du colo globulaire systématiquement pour toutes les femmes ou seulement celles qui... Alors, par précaution, à chaque fois qu'une femme est admise au pré-travail pour accouchement et qui a une hémoglobine, on va dire inférieure à 11, parce que c'est la définition de l'anémie, toute femme, vous vous admettez au pré-travail, elle a une hémoglobine inférieure à 11, elle est multipare, ou elle a des jumeaux, ou elle a hydramnios, ou elle a un facteur de risque, faites systématiquement la commande du sang et la commande du colo globulaire. Bon, seulement pour les femmes à risque ou là pour toutes les femmes, il y a la logique. C'est pour les femmes à risque. Mais maintenant, c'est-à-dire pour constituer une banque de sang, باش يكون عندنا du sang disponible. De préférence, il faut le faire à toutes les femmes. Mais quand si tu as une femme qui t'arrive à complète, ou ما عندكش le temps de faire une commande du sang, au moins tu auras du sang disponible chez toi. Pour une hémorragie qui survient au-delà de 24 heures, comment on les appelle? Alors, c'est des hémorragies de postpartum tardif, contrairement à l'immédiate. D'accord? Les hémorragies du postpartum tardif, elles ont une autre étiologie, elles sont moins graves, elles sont d'autres étiologies et c'est une prise en charge complètement différente. Par exemple, dans les hémorragies tardives, les hémorragies maternelles qui surviennent après 24 heures, dans les 48 heures, ça se pourrait que ce soit une rétention d'un placenta, une rétention partielle du placenta qui n'a pas entravé la rétraction. Là, vous allez le ramener ou là, vous allez la mettre sous ocytocine avec antibiotiques. Ou bien, ça peut s'agir de ce qu'on appelle une endométrite dans sa forme hémorragique. Là aussi, c'est des antibiotiques avec l'ocytocine. Ou bien, quand elle est vraiment tardive, c'est une hémorragie qui survient après un mois, ce qu'on appelle le retour de couche hémorragique. Là, c'est dû à une carence oestrogénique. C'est l'atrophie utérine qui vous donne ce saignement. Donc, c'est une thérapeutique complètement différente.
quelles sont les complications du postpartum sur les mamans et le fœtus? Bon, c'est pas le fœtus parce que l'enfant, il est né. D'accord? Puisqu'on a dit, c'est l'hémorragie du postpartum. Alors, sur la maman, eh bien, toutes les complications de l'hémorragie grave, de l'hémorragie grave, de l'état de choc. Ça peut aller, alors, de l'hystérectomie d'hémostase. Donc, la première complication, l'hystérectomie d'hémostase, c'est bien sûr la stérilité définitive. On peut avoir les morbidités dues à l'état de choc, c'est-à-dire l'insuffisance rénale. Alors, vous savez que l'insuffisance rénale en Algérie, la première cause d'insuffisance rénale chronique des greffes de reins, c'est justement les complications de l'hémorragie de la délivrance et de la crise d'éclampsie et de la prééclampsie. Donc, ça peut aller à l'insuffisance rénale aiguë, si ça peut aller à l'insuffisance rénale chronique, ça peut aller au syndrome de Chiron, d'accord? Alors, toutes les complications de l'état de choc sont possibles. Est-ce que l'aspigique est systématique chez la femme enceinte? Non, non, non. Ça n'a rien à voir avec mon cours, mais allez, je vous réponds non, et non, et non, et non. L'aspigique, elle n'est pas systématique. L'aspigique, elle a une indication bien précise, c'est quand on a un conflit immunologique contre le conceptus. Et cela, ça nécessite une exploration ou bien un antécédent. Quand vous avez des de retard de croissance, de petits poids de naissance, d'avortement à répétition, de prééclampsie, d'HRP, d'hypertension, oui, ça se justifie l'aspirine, mais systématiquement, non. Non. Alors, c'est au lieu d'avoir du sang extériorisé, on a du sang caillouté à l'intérieur de l'utérus. C'est toujours une hémorragie. Oui, oui. C'est pour ça qu'on a dit qu'elle peut être extériorisée, elle peut être retenue. Quand elle est retenue, quand vous allez examiner, vous allez trouver un gros utérus. Un utérus mou et un utérus gros. Quand vous allez presser sur l'utérus, vous allez voir les cailloux qui vont sortir de l'utérus. C'est-à-dire de 1, et vous allez avoir un retentissement sur l'état général. Bon, le retour de couche normal, ce n'est pas ma question, mais allez, c'est à partir de 4 à 6 semaines. Alors, il y a une autre question. On peut utiliser toujours systématiquement la délivrance dirigée? Ah oui, ah oui, ah oui, non, non. C'est vrai c'est-à-dire, on le fait chez les femmes à risque, mais de préférence, on peut l'élargir à tous les accouchements. Tous les accouchements, on peut leur faire la délivrance dirigée. Vous m'entendez, j'espère. مانيش نهضر في الهواء. Oui, oui. Vous m'entendez? Ok. À un certain moment, j'ai l'impression de نهضر وحدي. Alors, la délivrance qui se fait au moment de la césarienne, eh bien, ça dépend. Si l'opérateur le ramène avec sa main, c'est une délivrance artificielle. Si il met du Sento et elle vient tout seul, c'est une délivrance dirigée. Et de préférence, que ce soit une délivrance dirigée, comme la délivrance artificielle. C'est bon? Est-ce qu'on utilise une marche thérapeutique différente? Eh ben non. Alors non, 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 regardez. Parce que le problème dans l'hémorragie de la délivrance, l'hémorragie du postpartum immédiat, quelle que soit son étiologie, quel que soit le point de départ, ça va aboutir au même tableau clinique. Que ce soit le point de départ, une rupture, ou bien le point de départ, une lésion,
ça va aboutir, de toute façon, ça va aboutir à une inertie. Ça va aboutir à une hémorragie, ça va aboutir à un état général. D'accord? Donc, le schéma thérapeutique, c'est toujours le même. On commence toujours par l'ocytocine et on fait la révision utérine, on fait l'examen sous valve et on se tue, on fait tout à la fin. On se tue, on fait la révision, on déroule l'ocytocine, on laisse et on surveille et on termine avec les autres thérapeutiques. Lorsque l'hémorragie survient après la délivrance, est-ce qu'on doit faire la révision utérine? Oui, c'est bien fait, bien avec la plaque terre. Quand la délivrance est faite, on fait la révision utérine systématique en cas d'hémorragie. L'examen gynécologique, ben vous voyez s'il n'y a pas des lésions du tract génital, si vous n'avez pas des lésions du col, si vous n'avez pas des lésions de vagin, si vous n'avez pas une épision qui a filé, si vous n'avez pas donc une déchirure donc, du segment inférieur, si vous n'avez pas une rupture utérine, c'est tout ça. Bon, maintenant, plasma congelé ou bien vitamine K, là, ça dépend de votre bilan biologique, oui. Mais les premiers gestes, les premiers gestes, c'est ce qu'on vous a dit. Même bête, les différences, ça va être en fonction d'étiologie. Je suture quand j'ai une lésion. Quand j'ai pas de lésion, je ne vais pas suturer systématiquement. Quand Oui, il y a une voilà. lésion, je suture. Oui, je le كيف vois. كواغيلوباتي شغل لا ديمارش ثيرابوتيك اسكو نبداو ببلازما جي ولا فيتامين كا On commence, écoute-moi. On commence toujours par le massage, la révision utérine, l'examen sous valve, d'accord? Même bad. S'il y a des lésions, je vais les suturer. S'il n'y a pas de lésions, je mets de l'ocytocine. Si c'est simplement une inertie, ça va rentrer dans l'ordre. Si ça ne rentre pas dans l'ordre avec l'ocytocine, je passe à autre chose. On a la plaque. On a mis en premier lieu, c'est l'ocytocine. En second lieu, prostaglandine, plasma gel, facteur de coagulation, le sang, l'hexacil. D'accord? Si ça ne donne pas, je passe à la chirurgie. Alors, une patiente décédée par hémorragie du postpartum, examen ANAPAT sur une pièce d'hystérectomie révèle un fibrome utérin, sachant que la femme a BSC. Est-ce que les léons peuvent pas être diagnostiqués lors de la grossesse? Écoutez, mademoiselle, le fibrome ne tue pas. Le fibrome n'est pas la cause de décès de la femme. Le fibrome, il a été la cause de l'hémorragie, oui, mais pas pour autant que le fibrome, il devait être enlevé. Non. La seule chose qu'on devait faire, c'est on sait que la femme elle a un fibrome, on va surveiller de près son accouchement. On va prendre les précautions nécessaires pour qu'elle ne saigne pas. C'est-à-dire, on va la bombarder d'ocytocine, on va la surveiller de près, on va prévoir du sang et on la surveille. D'accord? En cas de traumatisme, à l'origine de l'HPPI, jusqu'à quand le toucher vaginal reste encore indiqué? Je n'ai pas compris. Jusqu'à quand le toucher vaginal reste contre-indiqué? C'est quoi le TV? Je n'ai pas compris la question. Hein? Alors, si on arrive à la CIVD, ça devient compliqué. Là, ça devient très compliqué. C'est vrai qu'on le fait. C'est pas qu'on ne la fait pas, mais dans 80%, ça ne donne rien. Ça ne donne rien. Parce que la CIVD, c'est l'indication d'une réanimation, d'un traitement plus compliqué. Je n'ai pas compris où je te le toucher vaginal fait une hémorragie de postpartum immédiat. Je n'ai pas dit que le toucher les contre-indiqué. Au contraire, on fait une révision utérine, on fait un examen sous valve. Non, ce n'est pas contre-indiqué le toucher vaginal.
Et j'espère que vous n'arrivez pas au stade de CIVD pour le constater. Eh ben, la CIVD, ça veut dire que vous avez des saignements en nappe de partout, partout, partout. Du nez, des oreilles, partout. La CIVD peut être une cause et une complication de l'HPP. Oui, oui, mais souvent c'est une conséquence. Quel est l'intérêt de savoir le mode d'expulsion du placenta par phase fœtale ou phase maternelle? Quand le placenta est expulsé par la phase maternelle, ça veut dire que votre placenta, il était bas inséré. Et quand le placenta est bas inséré, il est inséré en partie sur le segment inférieur. Et quand le segment inférieur a abrité un côté du placenta, il va se rétracter mal. Et quand il se rétracte mal, il peut être à l'origine d'une hémorragie. Donc, ça sert à prévenir les hémorragies de la délivrance, justement, quand on sait de quel côté le placenta est expulsé. Et une expulsion mode Duncan, c'est-à-dire face maternelle, lazime une surveillance plus rapprochée. Alors, c'est bon? Il y a d'autres questions ou bien on peut partir? Merci beaucoup, professeur. Alors, كاينة وحدة. Dans mon stage, après la suture de la filière génitale, à une HPPI, les médecins contre-indiquent le toucher. Enfin, contre-indique, c'est pas contre-indique, ça veut dire qu'il faut faire attention. C'est au risque de faire éclater la suture à des mécanes. Ok, voilà. Maintenant, si vous voulez, je peux vous envoyer la présentation, ça ne me dérange pas. Alors, نبعث لكم la présentation. Oui, s'il vous plaît. Oui, professeur, Ok, si vous voulez. d'accord. Donc, نبعثها la déléguée اللي بعثت لي le lien. Ok, d'accord. Bon courage. Merci beaucoup, professeur. صحة.